toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Didier Grojman, qui est une figure importante du chant choral en France, puisqu'il a fondé en 1987 le CREA à Aulnay-sous-Bois. Il a passé la main depuis 2021 et il vit aujourd'hui en Bourgogne, mais il est toujours très impliqué dans la vie chorale en France. Je ne vous en dis pas plus pour lui laisser tout de suite la parole. Bonjour Didier. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté ce temps ensemble pour ce podcast. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Alors, ma première question, c'est celle que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est pour toi le chant choral ? Alors, en dehors du fait évident de l'intérêt musical, de travailler autour d'un répertoire, quel qu'il soit d'ailleurs, et d'être plusieurs à chanter ce répertoire-là, moi, ce qui me passionne au niveau du chant choral, c'est tout le côté du noyau humain et du groupe, d'un groupe chantant, qui est un groupe d'humains qui partagent des émotions, mais qui aussi travaillent plus autrement, en s'écoutant les uns les autres. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que le chant choral, pour moi, dépasse largement la simple pratique musicale, de monter une œuvre ou d'un concert, mais met en place des relations humaines et du coup des valeurs que les gens peuvent aussi... je trouve que les choristes, alors ça dépend des chefs de chœur peut-être, et des chorales, mais en règle générale, les gens qui pratiquent le chant choral, je trouve, sont différents parce qu'ils ont une manière d'écouter et d'approcher l'autre. Alors, c'est peut-être par la philosophie que j'ai essayé de mettre en place, où moi, à partir du moment où je me suis dit que l'être humain est au cœur de mon projet musical, donc les valeurs humaines sont fondamentales et que quand vous travaillez avec des enfants pendant 12 ans, vous pensez que vous avez fait une véritable éducation qui est plus que seulement musicale, mais d'avoir fait des individus intelligents, c'est-à-dire des gens qui ne se feront pas des moutons et qui ont des belles oreilles et des regards critiques et avec de la tolérance, avec une curiosité, bref, des gens vivants. Et donc, je trouve que le chant choral, c'est un lieu unique pour ça. Je trouve même plus que par rapport à l'orchestre, parce qu'on implique le corps et la voix, et que du coup, là, on ne peut pas se planquer derrière un archet, même si je ne pense pas qu'on se planque. Enfin oui, si, là, il n'y a rien, c'est nous, et il faut que ça sonne, quoi. Et c'est la rencontre de toutes ces voix humaines qui fait que on va avoir des frissons, ou qu'on va être déçu, ou que, voilà. Mais en tout cas, c'est pour moi un lieu où l'individu continue de se construire, je pense, et un lieu de vie aussi, bien sûr sans nier tout le côté musical, mais ça paraît évident. Ouais, sans surprise, je te rejoins sur tout ça. Alors, pour des personnes qui n'auraient jamais entendu parler du CREA, comment est-ce que tu pourrais le définir, nous en parler en quelques mots, et puis aussi, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette structure en 87, un peu d'où tu venais et pourquoi le CREA ? Alors, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref parce que c'est ce que j'appelle mes étoiles. J'ai eu la chance, moi je ne crois pas à grand-chose à part aux étoiles, oui, je pense aux rencontres que l'on peut faire. J'ai été passionné tout petit, voilà, par le chant, parce que maman chantait beaucoup. Moi je viens d'un milieu très très populaire, hein. On n'avait pas accès à la culture. Famille nombreuse, papa peintre en bâtiment, maman à la maison, quartier ouvrier de Seine-Saint-Denis. Okay. Voilà. Donc ça posait. Par contre, j'ai été élevé avec toute l'éducation populaire autour, parce qu'une maman chantante, que Piaf, Ferré, tous Brel, enfin voilà, on était saoulés de chansons parce qu'elle chantait tout le temps et ils gambillaient. C'est peut-être un détail pour les gens, mais enfin bon, gambillaient, c'est-à-dire que c'est ceux qui allaient au bal populaire. Ah, okay. À l'époque où il y avait des balles, dans le quartier, il y avait des balles tout le temps. Et mes parents, au moins, ils dansaient sublimement bien tout ce qui était tango. Je veux dire, tout l'aspect du corps, et ce qui fait que les 5 enfants, on danse tous. On a toujours aimé ça. Moi, j'allais au bal à 5 ans.
Génial. Et je dansais à 5 ans. Et des fois, ma sœur, en cachette, me faisait ressortir le soir alors que je devais être couché parce qu'elle y retournait, parce qu'elle avait un chéri, certainement, elle était plus vieille que moi. Mais moi, du coup, j'allais et je redansais le twist, tu vois, à 5 ans. Donc, c'est une approche. Et puis, donc, j'aimais le chant, évidemment. Je crois que ça, c'est maman qui m'a transmis ça. La chance de rencontrer une pianiste sublime qui vient de s'installer dans un quartier par amour. Enfin, quelle chance, oui. Dorothée Bliachka, qui était vraiment une pianiste qui était dans la classe d'Olivier Messiaen, qui était une femme incroyable d'ouverture d'esprit, qui avait comme directeur Fauré, à l'époque où elle était en 1920 au conservatoire. Et puis elle a tout largué, parce qu'elle tombe amoureuse d'un autre polonais, enfin roumain, ils étaient juifs roumains tous les deux, où ils ont ouvert une épicerie bistrot dans mon quartier populaire, parce que lui, c'était sa passion. Donc, elle a simplement mis le piano au milieu des petits pois. Tu vois, c'est vraiment un décor de film. Et maman allait aussi, là, on lui faisait un peu plus crédit au bout du 8e jour du mois. Et Dolly était très généreuse. Et puis, elle aimait beaucoup maman, visiblement. Et donc, cette femme, voilà, elle avait son piano. Alors, je peux raconter une petite anecdote parce que ça, par rapport à mon esprit et comment c'est à partir de tous ces exemples-là que j'ai réussi à construire quelque chose qui n'est pas extraordinaire, mais quand même qui existe depuis 87 maintenant. C'est Dolly, par exemple, était réveillée régulièrement le matin parce que les éboueurs des Lilas, avant de prendre la tournée à 6h30, 7h, venaient boire un café chez Jules, parce que son mari s'appelait Jules, chez Jules et Dolly, ça s'appelait le bistrot, pour boire un café, un calva, pour bien se donner de la force pour aller ramasser les poubelles. Il disait, elle est là. Et en général, les commerçants à l'époque dormaient dans l'arrière-boutique, enfin juste derrière, il y avait une pièce. Donc il allait réveiller Dolly, et moi j'imagine la scène, parce qu'elle me l'a raconté combien d'années, combien de fois elle m'a raconté ça, qu'elle, c'était des moments, bon, elle râlait parce que c'était quelqu'un, elle se fait un peu bougon parce qu'on la réveillait, mais elle enfilait quand même le peignoir et le turban dans les cheveux. Elle ouvrait le piano au milieu des petits pois et elle jouait un Chopin aux éboueurs des Lilas à 7h. Moi je trouve ça... Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais. Et tu vois ça, d'avoir rencontré... Bon, voilà, elle a eu des malheurs, son mari a eu cancer, et elle est partie, elle a vendu la boutique. Et moi, je l'ai retrouvée, j'avais 7 ans, en me baladant dans un parc à Paris, avec ma mère, par hasard. Et ma mère lui dit qu'à l'école, on m'avait dit que j'étais doué, que je passais ma vie au piano, qu'il fallait que je fasse de la musique, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas de petits-enfants. C'était une femme qui avait déjà bien plus de 50 ans. Quand je l'ai retrouvée, et elle m'a pris en main, et elle m'a tout appris. Tout appris. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était capable, qui était très exigeante, parce qu'elle venait pas d'un... Voilà, elle avait fait le conservatoire quand même. Mais puis gratuitement, hein. Enfin, je veux dire, ça a été une prise en charge. Elle m'a dit, j'ai eu le coup de foudre pour toi, tout petit, tu étais un petit bonhomme, et puis tu avais l'air tellement d'avoir envie de tout ça que moi, je suis arrivé à un moment donné, je pense, où elle était seule aussi. Oui, elle avait besoin de toi aussi. Tout ça, voilà. Bon, donc on s'est trouvé d'ailleurs pour dire, et bon, ça va jusqu'à l'histoire, c'est que c'est devenu la grand-mère de la maison, qu'elle est enterrée ici à Saint-Martin-sur-Ouane, et que je la retrouverai quand elle est là, quoi. Elle est restée jusqu'à ses 101 ans. Présente à côté de moi, parce que elle m'a ouvert les oreilles, hein, parce que c'était... Et là, j'ai eu de la chance, parce que ça remonte à plus de 50 ans, ce que je raconte. Il y a 50 ans, avoir une prof de piano donc individuelle, j'avais pas de piano, donc mon père, au moins c'est la chose qu'il il avait dessiné un clavier en carton, un faux piano, enfin j'avais pas de son, et je devais travailler mon piano, parce que j'avais pas de piano, parce qu'il n'en voulait pas, pas de musique à la maison. Alors lui, c'était pas du tout le même genre. Mais bref, et du coup, j'allais une fois par semaine où elle ouvrait le piano chez elle, à Paris, au but de Chaumont. Et là, pour moi, c'était quelqu'un d'incroyable, parce qu'on faisait donc un Czerny, je me souviens toujours, un bac obligatoire. Et quel que soit l'âge, on travaillait ça, un classique, du répertoire, et puis un jazz, ce qui est déjà pour l'époque incroyable, un contemporain, parce qu'elle m'inscrivait à des concours pour que je passe des trucs que moi j'aimais pas trop jouer ça en plus déjà. et génial, et puis elle me disait, mais t'inventes, parce que oui, j'écrivais beaucoup de choses, je crois que j'avais envie d'être metteur en scène, chanteur, enfin je rêvais de ça, et j'ai créé mon club à 8 ans. Non, mais ça explique le créa, hein. Oui. À 8 ans, dans mon quartier, en faisant du piano depuis 2 ans, je chantais, j'adorais la danse, parce qu'on dansait chez moi. Bon, je n'ai jamais pris de cours de danse, hein, mais j'adorais ça. Et du coup, j'ai créé le Club des Dauphins,
Wow. Ah ouais, c'était une troupe d'enfants. Ok. Que je dirigeais ça, et sans me la péter, mais c'était vraiment une passion. Et c'était jeudi à l'époque, on n'avait pas l'école le jeudi. Tous les jeudis, on répétait. Ouais. Et j'écrivais un spectacle que j'ai retrouvé ici. J'ai retrouvé une pièce de théâtre que j'avais écrite. Génial. Et on montait ça grâce au curé, qui avait une salle des fêtes avec une scène. Et une fois par an, on donnait notre spectacle. Donc, je suis tombé dedans. Bon, après, la rencontre avec Dolly, la musique, que ce soit du jazz, elle m'a ouvert la tête, quoi. Elle m'a emmené à des concerts, mais de toutes sortes de musique. On ne pense pas que classique, on pense ouverture d'esprit, on pense... Et puis elle était généreuse dans... Vraiment, c'était quelqu'un d'avant-garde, quoi. C'était ma muse. Ça a été celle qui m'a vraiment profondément porté et nourri aussi, parce que ça, c'était important, mais avec un recul toujours objectif. Elle n'était pas du tout envahissante, elle me laissait, voilà. Je crois que cet exemple aussi d'avoir un tuteur, une tutrice comme ça, je me suis dit, ce sera ton rôle plus tard. Il faut peut-être des gamins. Ouais, une sorte de mentor. Voilà, un peu, qui, sans tomber, c'est pas secte, tout ça, c'est pas gourou, mais oui, un tuteur sur lequel tu peux grimper à ton rythme et comme tu peux, mais au moins t'épanouir. Et donc, tout s'explique. Entre-temps, j'ai fait donc beaucoup de piano jusqu'à 15-16 ans. Et après, j'ai fait de la danse pour mes persos, comme ça. J'ai même fait du cinéma sans que ma mère le sache. Elle a appris que j'avais tourné pour la télévision. Il m'a fallu une gifle monumentale de ma vie. Voilà, donc j'aime tout ce qui était la voix scénique, en fait. Chanter sur scène. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le chant choral, mais j'ai fait de la chorale, évidemment, parce que après, en tant qu'autodidacte aussi, est-ce qu'avec Dolly, je suis autodidacte, j'en sais rien, mais en tout cas, après, c'était que des rencontres. J'ai été travailler à Oxford avec Edward Higginbottom, j'ai travaillé avec des chorégraphes, j'ai travaillé toutes ces rencontres où je suis allé taper aux portes. Et puis, a façonné ma philosophie de voir quand moi je me disais, après j'ai rencontré l'amour de ma vie qui était la pédagogie, parce que c'est toujours une grande pédagogue, une immense pédagogue. Donc là j'ai plongé dans l'idée de transmission, d'éducation que j'avais pas. J'avais plutôt le côté pratique. Moi j'aurais rêvé être chanteur soit d'opéra, soit de comédie musicale, des choses comme ça. J'aurais adoré. Bon, il se trouve que c'est pas ça. La vie a fait que une belle vie d'ailleurs. Je regrette rien du tout. Très jeune, je rencontre Geneviève, et puis que très jeune, je sois papa. Donc très jeune, j'ai des grosses responsabilités quand même. Et puis donc je suis rentré par l'éducation nationale dans un premier temps, et puis très vite j'ai passé le concours pour être conseiller pédagogique en éducation musicale, parce qu'à l'époque c'était un concours en plus où là on demandait une exigence musicale quand même. Je ne veux pas dire qu'il a plus maintenant, mais moi j'ai eu des épreuves où je devais jouer un morceau classique, à faire un déchiffrage, faire des choses que voilà. Et du coup, je suis devenu conseiller pédagogique et je me suis retrouvé à faire sur le terrain, à transmettre à des enseignants ma passion. Et je me suis retrouvé sur la Seine-Saint-Denis, donc un terrain, je dirais, compliqué, mais tellement riche, mais tellement riche. À l'époque, il n'y avait pas encore, c'était en 82, donc tu vois, il n'y avait pas les problèmes qu'on rencontre maintenant communautaires, de violence, il n'y avait pas ça, c'était brassage, voilà. Et ça, moi, je trouve ça fantastique. Et donc, au bout d'un certain temps, je commence à m'ennuyer en me disant, mais il faut que tu crées une structure que tu aurais aimé trouver dans ton quartier, plutôt que de la faire à 8 ans, ton petit club des dauphins, là. Si tu avais une maison dans laquelle tu pouvais aller faire du chant, de la danse, avec tes copains, et sans sélection, qui puisse te plaire. Et donc, j'ai dit, voilà, j'ai proposé je travaillais avec 4 CM2 de villes de Seine-Saint-Denis différentes, avec des enseignants non musiciens, mais qui s'engageaient à suivre le travail. Et j'ai écrit un premier spectacle. En fait, je suis retourné aux sources. J'ai écrit le premier spectacle autour de Prévert et Cosma. Et puis voilà, on a monté ça. Et puis après, j'ai dit, là, tu as écrit quelque chose, tu as des gamins qui sont à fond la caisse. Et puis, je n'avais pas fait de sélection, c'est des gamins de classe. Donc là, dans une classe, tu ne choisis pas. Et ça marchait à fond. Et les enseignants se disaient, mais ils sont mieux concentrés, mais c'est incroyable, il faut que tu viennes plus souvent. J'ai dit, non, mais ça veut dire que c'est quand même, oui, ça marche, quoi, ça marche, parce que mon Dieu il est un peu utopiste. Et du coup, j'ai carrément
fait du porte-à-porte de tous les théâtres du 93 pour proposer en disant, moi j'ai fait une création scénique vocale, je veux une scène. Au même titre que mon collègue de gym faisait initiation au basket, il trouvait normal qu'on lui donne un terrain de basket pour faire des rencontres à la fin. Oui. Donc moi, je ne voulais pas faire un truc un peu bateau avec dans un préau d'école. Non, je voulais, pour valoriser le travail, et j'ai eu la chance, voilà, c'est encore autre étoile de ma vie, de rencontrer Christian Landy, qui était le directeur à l'époque du théâtre d'Aulnay-sous-Bois. Théâtre municipal, mais qui était lié à l'époque qui était un annexe de la Maison de la Culture de Bobigny, donc un local, un beau bâtiment, quoi. 900 places, des salles de répétition. C'est extrêmement rare, même si la ville est une grosse ville, mais c'était quand même une chance. Et il a eu le coup de foudre pour mon travail. Il m'a dit, viens avec tes classes. Et du jour au lendemain, j'ai eu un pianiste. Et puis, les gamins, on a fait une création. J'avais Mireille Laroche pour la mise en scène, Andy De Groot pour les chorégraphies, parce que toutes les compagnies implantées chez lui, il les a fait venir au moment où je venais avec mes gamins, montrer ce qu'on faisait. Ah, génial. Et chacun a choisi. Mais voilà, ça a été... Oui, il y avait une vraie confiance tout de suite. Tout de suite, confiance. Et puis, il a fallu faire nos preuves. Et Bien sûr. Coup, le cœur du Créa est né le septembre d'après. On a joué en juin 87. En septembre, il m'a laissé une salle, pas le plateau évidemment, mais une petite salle pour une fois par semaine. Retrouver une partie des enfants parce qu'ils voulaient pas, certains ne voulaient plus arrêter, et c'est comme ça qu'est né le Créa en fait. Okay. Voilà, ça c'est et j'ai raccourci parce que mais c'est vrai que pour moi c'était évident que et alors maintenant avec l'âge, avec ces 35 ans de pratique, ces 80 spectacles écrits, dont 28 commandes d'opéra quand même à des compositeurs différents. C'est pas des ressentis que j'ai, c'est des vraies convictions. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on marche à l'envers. C'est-à-dire que qui ne fait pas de chant ne pratique pas à l'école. Alors même si on reste, je parle même pas après des chœurs d'adultes et tout ça. Pour moi, c'est une évidence pour le lien social, pour créer des dynamiques et tout ça. Mais ne serait-ce qu'en tant qu'éducation. Il y a des scientifiques j'ai encore fait une conférence il n'y a pas longtemps à Grenoble avec un médecin neurologue qui a écrit un bouquin avec Emmanuel Bigan qui s'appelle Gérard Mick, qui te prouve en 1 heure de conférence que parmi toutes les activités proposées au cerveau, la musique est celle qui développe le plus de connexions. Ouais. C'est d'une évidence. Et alors, pour moi et pour toi aussi, moi, je buvais du petit là, à cette conférence, même si après on a été confrontés en table ronde. Mais il dit, et parmi toutes ces activités musicales, c'est le chant qui est la matière la plus forte. Qui développe, et oui, on va mieux lire et écrire, on va mieux compter, on va être plus concentré, on va être plus dans son corps, parce qu'on respire quand on chante. Enfin, on fait un travail. Et ça, comment ça se fait qu'il y ait des scientifiques et qu'on soit encore à cette régression que je trouve sur le terrain tous les jours, dans les écoles, partout où je passe actuellement en France, avec des gens fantastiques qui voudraient, mais à qui on met des freins, à qui on dit compter et lire, c'est encore plus important, mais ils n'ont rien compris. Bien sûr. Enfin, bon, voilà. Donc là, je me suis dit, tu vas créer ton lieu, mais qu'est-ce que tu veux ? Parce que si tu vas ressembler... alors déjà, le fait d'avoir toujours travaillé des enfants lambda, donc j'ai dit pas de sélection, pas d'audition. Oui, ça c'est vraiment une vraie valeur forte du Créa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures, n'est-ce pas, où ça se passe comme ça. Il y en a de plus en plus, hein, mais c'est vrai que j'ai oublié de dire que pendant toutes ces années d'enseignant, je me formais. J'ai fait de la direction d'orchestre, j'ai fait de la direction de chœur, mais tout ça je m'inscrivais dans les choses pour aller faire des stages. Et puis, je suis allé voir, mais je ne sais pas combien de chœurs travailler. Et c'est là que j'ai vu des choses qui m'ont fait « Tu ne feras jamais ça ». Okay. Bon, voilà. Du genre, le droit à l'erreur. Pour moi, c'est fondamental. Si tu n'as pas peur de te tromper quand tu chantes, et que tu peux le signaler. Alors ça, je l'ai piqué. Enfin, je l'ai piqué. C'est en voyant tous ces gens-là, je dis, ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Et moi, j'en ai fait ma sauce. C'est Edward Higginbottom qui faisait ça au New College à Oxford. Dès qu'un gamin y répétait, parce qu'il faisait un concert par jour, tous les soirs à l'office, ça chantait tous les soirs un concert. Okay. Donc, ils avaient 3 heures dans la journée, 3 fois 1 heure, et pas 3 heures d'affilée, 3 fois 1 heure. Et donc, moi, j'ai fait pendant 10 jours, 3 fois 1 heure, à le voir travailler, et faire tous les soirs à l'office, mais c'était magnifique. Et ça chantait divinement bien. En même temps, ils pouvaient, parce que vu la sélection, ils n'avaient pas de problème de souffle, ni de justesse avec les gamins. Tu vois, c'était des voix incroyables. Ben oui. Ouais. Mais les gamins, ils étaient autour de lui, debout, au piano.
Et lui travaillait par exemple la messe, je sais pas quoi, et donc ça déchiffrait comme ça à vue, impressionnant. Et je voyais des mains qui se levaient tout le temps. Et puis je disais, mais ils sont bizarres, les Anglais. Quand même. C'est un truc bizarre. Et puis à la fin, je lui ai posé, il m'a dit non, c'est quand ils se trompent, ils me font signe. Oui. Parce que je m'arrête pas. Ce qui et je me dis, mais c'est loin d'être débile ce qu'il dit là, mais c'est même super. Et du coup, dès que je suis rentré et que j'ai fait le créa, tout de suite, j'ai instauré ça, c'est-à-dire, vous avez le droit de vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper. Moi, je sais que j'ai fait participer, je raconte l'anecdote parce que c'est vivant pour les gens qui écoutent, mais ça explique bien dans ma tête comment c'est. J'ai fait moi-même partie de chœur amateur et on a eu la chance d'avoir un grand chef, je ne dirai pas le nom. On travaillait le Requiem de Forêt à Paris, dans une très belle église de Paris. Et puis, j'étais ténor. Et donc, voilà, et j'ai ripé à un moment donné sur un sol dièse. Il n'était pas nickel, mon sol dièse. Bon, c'était une répétition. Et je n'ai pas fait exprès, évidemment. Mais et le chef a arrêté la répétition. Alors, peut-être que c'est bien entendu. Mais en tout cas, il a arrêté. Et la première chose qu'il a dit, c'est « Quel est ce veau de ténor qui vient de me faire une note aussi pourrie ?» Quand tu entends ça, tu dis pas « C'est moi !» Oui, c'est ça. Tu vois, tu te sens complètement mal. Et puis, tu as les autres, je suis désolé. C'est pour ça que par rapport à le chef, ce qu'il insuffle dans les relations humaines, au lieu de se soutenir, les autres qui te regardent comme si tu étais le vilain petit canard du pupitre. Le traître. Oui, celui qui a foiré, quoi. Celui qui nous met le... Et je me suis dit, jamais je pourrais vivre une chose, jamais je ferais vivre une chose pareille. Et du coup, quand j'ai eu plus tard rencontré Doug Higginbotham, que j'ai vu lever la main, et j'ai dit, c'est lui qui a raison, en fait. Donc, ça, c'est hyper important. Le droit à l'erreur, parce que quelqu'un, mais alors même les adultes, dans un chœur, qui a plus peur de se tromper, parce qu'il sait que personne ne va se foutre de lui s'il se trompe, eh bien, va corriger, va pouvoir... Moi, après, le sol dièse, il me faisait peur. D'ailleurs, j'avoue que je le faisais playback, pour être sûr, alors que c'était complètement débile. Oui, moi je dis souvent trompez-vous, mais avec enthousiasme. Et voilà, trompez-vous vraiment, vautrez-vous dans votre erreur, mais avec plaisir. Par contre, faites-moi signe. Et si vous ne me faites pas signe, c'est que vous n'entendez pas. Ça, c'est plus embêtant. Oui. Donc, et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place autre chose qui paraît fondamental, et quel que soit le cœur, alors là, quel que soit l'âge, et ça marche, j'ai encore fait ce week-end où j'ai travaillé, c'est le parrainage. C'est-à-dire qu'il y a à partir du moment où tu ne fais pas de sélection, pas d'audition, tu as des niveaux très, très différents. Moi, j'avais des gamins qui chantaient carrément pas juste en arrivant au chœur, ou qui avaient des problèmes au niveau du corps, handicap. Bon, mais ils étaient là. Et puis, il y a toujours des gamins qui ont une jolie voix, qui tout de suite une voix posée, qui ont la justesse. Et c'était moi, devenait non pas la belle voix du chœur, surtout pas, mais restait ce vers quoi on visait. Et donc, n'était pas l'exemple, mais était celui qui tirait les autres vers le haut et qui, du coup, se mettait à disposition de celui qui a des problèmes et ça aussi, ça a été hyper important. Oui, ça crée une vraie dynamique. D'écoute et de respect. Et je vois, là, je sais que j'ai sauvé un projet en donnant cet exemple où il y avait des gamins en grande difficulté d'une classe de première. Ça, c'est pour des gamins très durs en quatrième. Et j'ai dit à la chorégraphe, mais prochaine répétition, elle appréhendait de voir les deux chœurs parce que ça aurait été de baston. C'était très violent. Et puis, avec je lui ai dit, mais demande à chaque grande première de parrainer un quatrième. Elle m'a rappelé le soir, elle m'a dit, c'est magique ton truc, parce que ça a été comme jamais on a eu ça a responsabilisé les petits kékés de quatrième. Ils se sont dit, bon, il y a un grand là qui m'aide. Dans l'esprit que c'était fait, et ça. Bon. Donc, tout ça contribue, on revient à l'idée du chant choral, mais ces valeurs-là, pas de sélection, pas d'audition, du coup, le droit à l'erreur, du coup, le droit au parrainage, parce que des fois, j'ai besoin. En tout cas, moi, j'ai jamais eu d'échec, entre guillemets, en 35 ans de pratique au créa, avec des gamins qui restaient toujours chantés pas bien, ou qui étaient... Par contre, chacun s'épanouissait à son rythme. Oui. Il n'y avait pas de... On était tous embarqués, et ça, c'était la spécificité du créa, parce que c'est ce que j'aimais depuis que je suis petit. C'était que moi, dès que j'ai fait le créa, ce n'était pas du tout dans l'idée d'un chœur ou d'une chorale, mais d'une troupe qui va donner à voir et entendre une histoire. Chanter, oui, c'était danser. Forcément mis en espace, mis en scène. En plus, j'étais implanté dans un théâtre, comme par hasard. Je ne suis pas choisi par un metteur en scène qui était ce qu'il était, mais n'empêche qu'il il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a mis en scène les premiers spectacles. Donc, j'ai tout de suite, je suis rentré dans mon élément.
Et du coup, ça, c'était la nouveauté du créa aussi, ce qui me différenciait, à part ces valeurs-là. Oui, il y a une chose à laquelle je tiens aussi dans mes valeurs, avec tout ce que j'ai dit, c'est aussi les voix. Alors, je parle des voix d'enfants, des poils dingues. Mhm. Tu sais, c'est ce que je vous en ai parlé, c'est les gamins qui muent. Parce que j'ai vu des drames psychologiques de gamins encensés parce que solistes dans le Pied Jésus du Requiem de Forêt, qui un jour ont un couac parce que ils ont 2 poils sous le nez, hein, et c'est normal. Et c'est la vie, que c'est chouette. Ouais. Ça annonce des belles choses, et qu'on dégage du jour au lendemain. Ouais, il faut dire un peu pour les auditeurs que c'est vrai qu'effectivement les voix de garçons enfants, elles sont effectivement plutôt aiguës, plutôt comme des voix de femmes entre guillemets, enfin des tessitures en tout cas de voix de femmes, et qu'effectivement au moment de la mue, il y a un moment il y a une où rupture, voilà, la rupture se fait. Alors je ne sais pas si tu as observé comme moi que pour des enfants qui chantent, j'ai l'impression que la mue est plus facile et plus fluide que pour des enfants qui chantent pas. Déjà, moi, j'ai observé et moi il y a eu tous les cas de figure. Et tu vois, c'était avec mon amie et marraine du CRA, Nathalie Dessay. C'était notre discussion. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord parce qu'elle a dit qu'un gamin qui mue, il faut qu'il arrête de chanter. Et voilà, mais c'est ce que j'allais dire parce que c'est ce qu'on dit dans beaucoup de structures. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans des structures où on faisait chanter les enfants qui muent. Mais voilà, c'est encore un discours qu'on entend beaucoup. C'est ça, c'est-à-dire que non, il faut arrêter. Moi, je dis, il faut s'adapter. Oui, il y a des mues où le gamin, de toute façon, il ne peut pas faire un son. Par contre, il a un chant intérieur. Et quand il est engagé dans un processus de création scénique, il peut réinvestir tout en gardant le contact avec la voix, puisqu'il ne peut pas peut-être produire lui-même les sons, mais il continue d'être dans le cœur. Il a quand même la partition, quand on déchiffre l'œuvre, par exemple. Et il continue de travailler à l'intérieur. Je dis, tu chantes dedans, là? Tu chantes dedans? Oui. Je veux dire, chante parce qu'une fois que tu vas trouver ta voix, tu vas être un bébé bientôt, un bébé homme. Tu verras que les choses vont revenir très, très bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a celui qui passe tout de suite quand il... Oui, il y a des mues instantanées. Incroyable. Alors, ce n'est pas des grandes tessitures. Bien sûr, ça reste ce que j'appelle des bébés hommes, donc des poils dingues, parce que ça fait rire tout le monde, parce que donc dans le chœur, au CRA, j'avais voix 1, voix 2, les voix égales, voire 3 si j'avais besoin, et puis à ma gauche, la crèche, des bébés, des bébés de mecs avec des poils, quoi. Donc les poils, donc c'est poils, et puis dingue parce que c'est lâche-con quand même. Voilà, les mecs, ils sont lourds, et du coup c'est poils dingues. Et je sais que plein de compositeurs qui ont écrit pour nous. Je pense surtout à Juliette, qui nous a écrit Les Indiens sont à l'ouest. Elle adorait ce pupitre. Elle disait, ton pupitre de poil dingue, j'ai jamais... Oui, parce que c'est une couleur particulière. C'est pas des voix d'hommes, c'est pas plus des voix d'enfants. Donc c'est un mix, mais c'est doux, c'est rond, quoi. Et ça donne une couleur à une partition, même s'ils sont que 6. Ça donne quelque chose. Bon, donc ça, c'était important parce que c'est toujours lié à tout ce que j'ai pu voir, entendre, voir d'exclusion, en me disant non, tu ne feras pas. On ne jette pas les gamins qui commencent à muer, quoi. On ne jette pas. Alors moi, l'avantage, je redis, c'est comme j'étais dans un processus de création, on s'engageait pour monter quelque chose tous ensemble, une œuvre qui n'existait pas en plus, donc c'était super excitant d'avoir le compositeur devant le mercredi à la répétition qui était là et qui écoutait et qui changeait une note et essayait ça. Enfin, je trouve ça... et puis ça développe tellement de choses et que tout le monde soit embarqué, même celui qui chante pas. Je redis, même celui qui n'était pas au... C'était une aventure humaine collective. Ça, et puis ça pouvait être un peu sur mesure, du coup, j'imagine. Comme c'était de la création, du coup, c'était vraiment sur mesure pour les jamais voix vers le où bas. elles en étaient. Oui, bien sûr. Je pense à Thierry Lalo, notre regretté Thierry Lalo, voilà, avec les Voice Messenger, qui m'a écrit plusieurs opéras, dont Pinocchio. Lui, il venait et il s'apercevait qu'il avait écrit, tiens, vous pouvez essayer ça. Donc on essayait, voilà, ça marchait. Bon, il intervenait parce que c'était... Il était pénible, mais pénible d'exigence. Mais j'adorais. Il était très chiant, mais très chiant, mais dans le bon sens. Pour moi, c'était... Parce qu'en plus, il savait le faire passer. Sans exigence, il savait. C'était quelqu'un de très doux aussi. D'une douceur, mais en même temps d'une précision. Donc j'ai beaucoup appris au niveau de jazz avec lui, énormément, parce qu'on a travaillé au moins 5 ans ensemble. Et qu'on était très, très, très liés. Et du coup, il me disait, ça sonnait tout de suite. Et puis, je l'ai vu rajouter 2 voix en une répétition. D'ouvrir. Et des fois, il arrivait, c'est trop difficile de réduire. C'est vrai que l'écriture sur mesure, ça paraît évident. En tout cas, on a créé, du coup, en 35 ans, avec cette philosophie-là, ce que j'ai essayé aussi, et je trouve que c'est important pour nos éditeurs, c'est que avec cette démarche-là, en tout cas, enfin moi c'est mon vécu, j'ai jamais eu de problème garçon-fille, moi.
d'équilibre de chœur. Or là, je fais le tour de France en ce moment. Notamment, je vais voir des chorales, beaucoup de collèges, parce qu'ils sont en train de monter Pinocchio, justement, où il y a très peu de garçons dans les chorales. Et ça se retrouve dans les chœurs d'adultes. Partout. Ben voilà. Il n'y a plus de pratique. Alors je me dis que cette pratique-là, le gamin Camus, il n'arrête pas de chanter, mais il a 16 ans. Et puis bon, il garde cette pratique. Et comme par hasard, tous mes anciens, au bout de 35 ans, ont tous une pratique amateur. Ils ne sont pas tous devenus professionnels, certains, mais ce n'était pas l'objectif. Bien sûr. J'ai fait des gens, je redis, grâce à Auchan. Je ne savais pas que Emmanuel Bigan et Mink allaient m'amener ça sur un plateau en tant que scientifique, parce qu'on me disait, moi, on m'a traité de fou. Non, mais tu rêves, Grosjean, bien sûr. C'est grâce à la musique qu'ils sont plus concentrés. Bah oui. C'est grâce à la musique qu'ils sont plus à l'écoute. Oui, bien sûr. Mais oui. Et qu'ils sauront mieux lire. Bah oui, ils sont mieux écrire aussi. Oui. D'ailleurs, et ça s'explique, parce qu'on voit l'Antiquité, la place qu'avait la musique en Grèce, par exemple. L'Antiquité grecque, c'était aussi important que c'était fondamental, la musique. Bon, donc on ne va pas refaire le monde, malheureusement, mais c'est bien qu'on soit plusieurs comme ça, nombreux, de plus en plus quand même sur le terrain. Enfin, je rencontre de plus en plus de gens qui sont convaincus de ça. Oui, le problème, c'est que c'est au-dessus que ça ne suit pas. Mais c'est ça, après, c'est la mise en place qui peut être parfois un peu compliquée, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même une notion qui se répand, heureusement. Qui se répand avec encore des freins. Oui, bien sûr. Bref, en tout cas, cette philosophie-là, dans l'idée de répertoire, c'est ça qui fait la différence aussi du créa et qui a fait peut-être sa notoriété, c'est que moi, je n'ai pas créé des œuvres pour moi. Enfin, les œuvres que j'ai commandées, là, actuellement, il y a au créa Claude qui est en train de répertorier. Je crois qu'il y a plus de 200 représentations de choses que nous avons créées dans toute la France actuellement. Jusqu'à La Réunion, puisqu'à La Réunion, ils ont pris les enfants du Levant l'année dernière. Je sais qu'en Polynésie, j'ai aidé un jeune que j'avais en formation à Toulouse, qui est parti vivre là-bas et qui est au conservatoire de Papette. Et voilà, je voudrais y aller aussi, le voir. Je comprends. Oui, mais là, pour moi, je ne peux pas. C'est pas possible. Pardon. Et juste pour finir, ça explique historiquement, et entre mon parcours et puis de me dire, crée un lieu où tu vas pouvoir accueillir avec l'exigence, avec les professionnels qui correspondent à ça, et pas, c'est pas un club chantant, enfin c'est pas péjoratif, il y a de l'exigence derrière, on va pas se contenter, il faut que ce soit beau, quoi, il faut que ce soit bien, il faut se donner les moyens, et vous pouvez tous y arriver. Oui, c'est ça, c'est prendre les gens, j'allais dire, enfin c'est pas, comment on peut dire ça, c'est prendre les gens pour les artistes qu'ils ne savent pas encore qui ils sont, quoi, quelque chose comme ça. Et amener et leur faire découvrir. Et des fois, il y a des vraies révélations. Et des fois, moi, j'ai eu des gamines, hein, je pense surtout parce que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, parce que j'ai eu un cœur d'adulte, mais j'ai vite arrêté. C'était trop lourd. Et puis, je m'investis à fond quand je fais quelque chose. Donc, c'était un peu trop. Et donc, je me suis focalisé sur le créa. Et des gamines, on me disait, mais comme ça, une collègue qui venait ou qui passait, elle me disait, mais pourquoi tu la gardes ? Elle ouvre pas la bouche. Je lui dis, laisse-la venir, elle est dedans. La fleur est dedans, laisse-la venir. Et c'était une gamine un peu autiste en plus. Bon, c'est avéré après. Mais là, j'étais très content quand j'ai passé la main et que j'ai passé la main à Aurélie Rébier, de retourner au spectacle, voir la création sans moi. La première fois, je m'asseyais, c'était glups quand même un petit peu, mais c'était bien. Et de voir ma gamine à qui elle avait confié un solo. Et j'ai dit, voilà. Ça, c'est beau. Rien que pour ça. Voilà. Je sais pourquoi, depuis 35 ans, je me bats contre l'autorité, les officiels, les ministères. Je sais pourquoi. Voilà. Et ailleurs, on m'aurait dit, mais c'est sûr qu'elle a mis 2, 3 ans, 4 ans à apparaître, quoi. Mais n'empêche que son silence parmi nous n'était pas... elle adorait ça, c'était évident. Mais elle avait du chemin à faire. Donc, l'espace du créa permettait ça. Alors qu'ailleurs, on ne leur permet pas ça, forcément. Alors, donc, là, tu nous as parlé du départ. Donc, le créa, au départ, c'était un chœur. Un chœur. Et puis, alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous récapituler un peu tout ce qu'on trouve au créa ? Aujourd'hui, il va y avoir un nouveau chœur encore, là. Parce que j'ai formé plusieurs chefs de chœur que j'ai rencontrés et puis qui s'intéressaient à cette démarche-là, entre autres. Hein. Et du coup, là, il y a les chœurs d'avant éveil. Avant éveil, qui ont 1 heure par semaine, je crois, 1 heure et demie. Alors, ça fait du quel âge, ça, avant éveil ? Ça doit être du 4-5 ans. Okay. Après, il y a les chœurs d'éveil, puis qui va jusqu'à 8 ans. Après, il y a l'avant-scène, qui va jusqu'à 10-11 ans. Et puis, il y a le chœur de scène. Et puis, il y a un atelier d'adultes, qui est plus un atelier pour soit s'épanouir soi,
des gens qui ont besoin, font des burns, enfin, comme beaucoup de gens. Mm. Ils ne sont pas forcément musiciens, hein, Oui. mais qui sont, qui n'en peuvent plus. Ouais. Et qui se trouvent qu'une heure par semaine, 1 heure et demie par semaine, je crois que c'est 2 heures tous les 15 jours maintenant, mais ça va passer 1 fois par semaine, s'il y a une grosse demande, et se reconstruisent. Oui. Encore une fois, là on parle... Oui, donc le chant comme outil à nouveau. Comme outil ouais. pour se Pour revenir à reconstruire, soi, se réparer. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça. À travers de l'exigence et du plaisir. Parce que ça, c'est une notion pour moi qui est fondamentale. Un gamin qui sort, comme ceux que j'ai vus hier, avec un grand sourire en disant « À bientôt Didier parce que je la vois qu'une fois par mois. Tu vas voir, on va bien bosser pendant que tu n'es pas là. Tout ça. Voilà, ça renvoie plutôt que des gens qui sortent fatigués ou tristes. Je me dis, bon, il n'y a pas que le côté personnel, c'est aussi moi qui ne les ai pas emmenés. Enfin, ça crée, c'est quand même un stimuli, je trouve, au bien-être, je trouve, le chant. Quand même, c'est quand même super. Donc il y a tous ces chœurs-là qui sont tous engagés dans la production scénique, par contre. Oui, ils ont tous. Des là, on a sorti du répertoire. Il y a eu des commandes faites pour les petits. Michel Bernard a écrit pour l'avant-scène. Okay. C'est une autre chef de chœur dont je n'arrive pas à retenir le nom. On a une compositeur qui a écrit pour Aurélie, pas pour Aurélie, pour Sandrine, les petits, le petit soldat de plomb. Là, il y a Subiette qui va écrire pour le chœur de scène et l'avant-scène. Ils vont se grouper ensemble pour faire une création. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des œuvres avec, je trouve, des textes intéressants. Qui est des propos. Oui. Voilà, on n'est pas là pour faire des bénis oui-oui, gousi-gousi, même si on fait un peu, mais enfin bon, ça va. Je trouve qu'on a d'autres choses à leur donner. Des musiques écrites sur mesure, donc qui s'adaptent aux voix d'enfants, en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est rare les bons compositeurs qui savent écrire pour les voix d'enfants. C'est déjà difficile d'écrire pour les voix. Il y a beaucoup de choses qu'on dit pas vocales, mais alors en plus les voix d'enfants, c'est encore autre chose. Hein. Et bon, alors moi, je situerais la grande dame des voix d'enfants. Bon, voilà, il y en a plusieurs. Hein. Je ne veux pas faire de guerre, mais c'est Isabelle Aboulker. Ouais, c'est ce que j'imaginais qui allait sortir de ta bouche. Isabelle, une grande dame d'ailleurs. Ouais, j'envisage là, si j'ai un autre projet en Rhône-Alpes avec une création, c'est dur de demander si elle est toujours partante. Parce qu'il n'y a pas une note qui n'est pas placée quand il faut avec tel mot. Quoi. Enfin, c'est quand même extra. Il y a Coralie Fayolle qui fait du super boulot. Enfin, il y en a plein. Mais la patronne, c'est pour l'écriture sur mesure. Et c'est vrai que ça donne des œuvres, en tout cas, qui sont accessibles et que les gens peuvent se rapproprier. Parce que c'est ça, créer du répertoire. Si c'est pour ronronner entre nous, pour le garder pour soi. Mais là, tous ces outils et les gens qui ils ont développé un centre de ressources, ils ont numérisé, parce que moi je suis nul, mais ils ont numérisé toutes les partitions, parce qu'il y a quand même des œuvres incroyables qu'on a créées. Et du coup, accessible à n'importe quel chef de chœur, prof, dans n'importe quelle situation de chœur. Là, j'ai été aidé à un prof de collège dans sa cantine à monter les instruments à l'ouest dans une cité de Montbéliard. Mais parce que la prof, elle est fantastique et les gamins étaient géniaux. Et c'est sûr que c'était pas un grand théâtre, mais la démarche était la même. Parce qu'on me dit toujours, oui, mais vous avez le CRA, oui, vos orchestres, oui, mais j'ai ramé pour avoir tout ça. Enfin, 35 ans, c'est et celle qui me succède en ce moment, elle rame autant. Il faut toujours se battre. Donc, mais il faut y aller, il faut être passionné. Sinon, ça marche pas. Mais donc, je prends la perche, là. Tu as parlé de ces ressources, de ces partitions qui peuvent être disponibles, en tout cas qu'on peut trouver quand on est chef de chœur. Et je voudrais que tu nous parles aussi de quelque chose qui s'appelle une voix singulière. Parce que moi, je m'y intéresse beaucoup et je pense que ça peut vraiment être une ressource pour les chefs de chœur qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est une voix singulière ? Sentant l'âge en me disant il faudra qu'un jour t'arrêtes quand même. Bon, le Covid pour moi était salutaire, pour moi même si c'est pas drôle, mais ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que je passe la main et que je m'intéresse à transmettre, enfin que je continue. Je suis encore plein d'énergie, j'ai envie de donner, mais donc voilà. Et à l'époque j'avais l'idée de 35 ans de pratique de jeux de communication, de jeux que j'ai pris avec des metteurs en scène, avec des chorégraphes, que j'ai inventés. Enfin, voilà, j'ai fait des stages. Enfin, de me dire, il faudrait que j'écrive un bouquin pour les chefs de chœur et pour être comme un guide, toujours cette idée de tuteur, pour voir que cette démarche-là, elle s'applique de cette manière-là. Voilà. Et je travaillais à l'époque avec François Berdo, metteur en scène. Et quand je lui expose, il me dit, mais enfin, tu dates, et vraiment, il est temps que tu t'arrêtes parce que tu parles de livres. Mais ça n'existe plus, le livre. C'est has-been, les
livre. que c'est que Alors, tu me sors voyons. Alors lui, il est vidéaste. Il me Oui. dit, est-ce que tu accepterais que je te filme pendant 1 an et demi? Mm. Moi, ça me gonflait. Mais en même temps, c'est quelqu'un que... Voilà, c'est comme Thierry Lalo. C'est des gens humainement. Tu peux pas dire non, parce qu'ils sont bien. C'est des gens bien. Et je lui dis, écoute, on verra ce qu'on fait, mais moi, je préfère te filmer en train de faire. Et donc, il m'a suivi. Donc, il était tout le temps là, m'échauffe sur le plateau, des week-ends, en stage, le mardi soir, le chœur seulement. Même des formations adultes que j'ai pu, il venait, parce que ça intéressait de me voir avec les adultes. Et puis, il m'a dit, voilà, il est venu m'interviewer, comme tu le fais aujourd'hui, mais lui, ça a duré 6 mois, parce que c'était des plages de 2 heures, sur ma philosophie, de détailler tous ces chapitres dont j'ai parlé, les poils dingues, le droit à l'erreur, nanana. Il me dit, parce que, voilà, il me faut c'est avéré que ça faisait 10 points. La mixité sociale, enfin tout ce que ça implique aussi au niveau humain. Et puis, il me dit, écoute, je vais faire des montages. Et il a sorti des séries, des petites séries, qui illustrent mon propos. Oui. Et on me voit en travail. Et j'avoue que au début, je me voir tout le temps, ça me saoule. Donc, je me suis très peu regardé. J'ai vu 2-3 trucs. Mais par contre, j'ai eu des retours parce qu'il m'a dit, alors je lui ai dit, OK, je veux bien si c'est gratuit, si c'est d'accès gratuit. Oui. Je vends rien du tout. Voilà, je voulais le faire en qu'un bouquin. Le bouquin, de toute façon, il a peut-être fallu le vendre. Là, c'est encore mieux. Voilà. Mais je lui dis, je ne sais pas si c'est très utile, les gens quand même. Et il s'avère quand même que du coup, tous les chefs de chœur que je rencontre actuellement dans ma tournée nationale pour le moment disent en tout cas, c'est un excitant. D'abord, ça peut être un outil pour se former, pour des gens qui n'ont pas, mais on me voit concrètement faire. Oui. Et là, il n'y a pas de triche, parce que ça aussi, je ne veux pas qu'on coupe et on recommence parce que j'avais chanté moi faux ou que les gamins s'étaient trompés. On est dans le concret. Oui. Et ça déculpabilise, tu vois, de dire ah ouais, mais parce que souvent, et je vois même par rapport à des enregistrements, on a sorti un outil qui est vachement bien, je trouve, qui s'appelle En chœur et encore, avec tous les chœurs du CRA qu'on a enregistrés, et on s'est posé la question pour le chœur des veilles de Sandrine, des choses, et même d'Isil, des choses, des gamins, comme on fait pas de sélection, t'entends quand même. Oui. Et le gars qui voulait sortir le document me dit mais on peut enlever, et on a dit non. Oui, on assume les choses. On ne va pas faire la version de la maîtrise Sputz où ça chante divinement bien. Ouais. Ou alors on a dégagé les gamins pour qu'ils ne font pas l'enregistrement carrément. Tu vois, non, mais tu vois, c'est. Et ça, moi, je trouve ça, cette authenticité-là, je crois que les gens la ressentent en voyant ces petites capsules vidéo qui durent 10 minutes. Je crois que c'est court et qui reprennent. Et je pense que, en tout cas, les retours que j'ai sont des retours très positifs. Oui, ben moi effectivement, si je peux apporter mon regard là-dessus, moi c'est des choses que j'ai beaucoup regardées là dans les derniers temps et puis où effectivement on te voit faire, donc c'est des exercices, on te voit faire, mais on voit aussi les enfants te répondre et donc on voit tiens qu'est-ce qu'on peut attendre, enfin voilà, je trouve que c'est plus concret qu'un livre, effectivement. Je trouve que c'est vraiment, vivant, vraiment chouette. Et puis voilà, c'est plus vivant. Donc moi je sais que je m'y réfère souvent en préparant mes séances. Je précise que c'est sur YouTube, ça se trouve sur la chaîne du Créa, donc c'est vraiment accessible très facilement. Et il y a plein comme ça de petites vidéos où on peut effectivement comprendre à la fois ta philosophie, mais trouver des exercices à mettre en place dès le soir devant son cœur. Oui, il y a aussi toute une série de vocalises et d'échauffements à faire qui sont... Voilà, il y en a pour la voix, il y en a pour le corps, il y en a pour le côté théâtral. C'est vraiment une mine. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, sur la chaîne du Créa. Alors, voix singulière, c'est VOIE. C'est lui. Alors tout ça, c'est pas moi. C'est François Berdo qui, je trouve ça rigolo quand il m'a dit mais toi tu es une voix singulière. Je lui ai dit mais voix VOIE. Non VOIE. Tu es un chemin singulier quand même. Et ils trouvent ça sympa. C'est sympa. Merci beaucoup Didier. Est-ce que avant de finir, tu peux nous parler du bonus que tu as choisi? Alors, il y en a 10 millions, donc ça va être trop court. Donc j'ai fait un choix qui, parmi les choses qui ont été pour moi, c'est la rencontre avec une chorégraphe metteuse en scène. Et c'est en voyant un spectacle où je me suis dit comment mettre en scène un chœur. Mais c'était vraiment ça. J'étais en état de choc. J'étais pas bien. Pas bien, et j'ai eu la chance d'avoir ses coordonnées et qu'on me la fasse rencontrer et qu'elle ait mis en scène les 20 ans du Créa. Et c'est Laura Scozzi qui est avec Pelli, Laurent Pelli, qui avait monté Platé. D'accord. Platé, l'opéra Platé. C'est de Rameau. De Rameau. Rameau. Voilà. Rien que l'ouverture.
Alors, si vous pouvez aller voir la vidéo, je pense que c'est Platé à l'Opéra, ça remonte à plus de 10 ans. Hein. D'ailleurs, ça a été repris cette année avec une nouvelle distribution. Et vous verrez, je trouve, comment avec de l'humour et en même temps une qualité vocale, une présence extraordinaire, on peut faire bouger des cœurs. Génial. Bon, je vais mettre le lien de ça. Merci beaucoup Didier pour ce temps échangé. Très bientôt, C'était merci très beaucoup. Intéressant. Je suis sûre que tout le monde peut en tirer plein de jolies conclusions. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 € par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, et vous cherchez Chanter en chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.